Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour cette table ronde sur l'accélération de la transformation numérique. La transformation numérique est un thème dont on parle depuis bien longtemps. Cette table ronde est en partenariat avec Microfocus et Sogeti. Alors, bien sûr, les derniers mois ont mis, je dirais, un focus encore plus particulier sur ce thème de transformation numérique et a accéléré considérablement les choses, à la fois dans la vie des particuliers, mais aussi des entreprises. Il y a deux exemples très simples. Il a fallu pour quasiment toutes les entreprises se mettre au télétravail. Celles qui étaient prêtes, évidemment, ont eu plus de facilité. Et puis, de l'autre côté, sur le front des particuliers, ils ont changé leurs habitudes de consommation, ce qui, évidemment, a des répercussions importantes. Et pour parler de tous ces thèmes et répondre à quelques questions comme comment accélérer le développement des applications, parce que bien sûr, quand les particuliers font des commandes, ils font ça au travers d'applications, donc comment faire en sorte que ces applications soient développées de plus en plus rapidement pour répondre aux besoins des particuliers comme des entreprises, comment mettre en place des stratégies DevOps et des méthodes agiles dans les entreprises, comment mettre en place des stratégies de test, je dirais de manière continue et le plus tôt possible, autant de questions auxquelles on va essayer d'apporter des réponses. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir la présence de Gérard Daniel, qui est architecte solution chez Microfocus. Nous avons Régis Curien, qui est responsable de la qualité logicielle chez Sogeti, donc une société du groupe Capgemini, et puis Eddy Dibar, qui est analyste chez IDC. Alors je vais commencer avec vous, Gérard Daniel, pour, en introduction de ce sujet, nous dire un peu comment vous avez vécu ces derniers mois et en quoi ça a finalement non seulement accéléré, mais peut-être changé un peu votre regard sur toutes ces questions dont on parle depuis un certain temps. Merci, oui, effectivement, les principales conséquences de la Covid sur les DSI, on peut les résumer en 4 grosses conséquences. La première, c'est vraiment tout ce qui est expérience digitale. Comme vous le disiez, les entreprises se sont rendues compte qu'à partir du moment où les employés pouvaient plus aller dans les locaux pour travailler et les clients venir dans les magasins pour acheter, il a fallu très rapidement mettre en place ce qu'il faut, c'est-à-dire des applications, et très souvent même des applications mobiles, de façon à pouvoir permettre la continuité de l'activité. Le deuxième gros enjeu, il est autour de ce que j'appelle l'IT hybride et le recours au SaaS, à savoir effectivement la nécessité à un moment ou à un autre de pouvoir mettre à disposition des solutions par le biais ce qu'on appelle le cloud en général, et évidemment tous les problèmes de sécurité qui peuvent être afférents à ça et de connectivité. On a vu quelques exemples où notamment les problèmes de sécurité pouvaient être assez cruciaux quand il s'agissait d'accéder à des applications. Le troisième gros enjeu, il est autour de l'automatisation. Il s'agit d'automatiser le plus possible des tâches qui pouvaient l'être. Ici, l'idée étant bien sûr de pouvoir recentrer finalement les employés sur les tâches qui étaient des tâches à valeur ajoutée. Et le dernier enjeu, il est autour de la réflexion et la mise en place de tout ce qui peut être intelligence artificielle. Il s'agit ici notamment à travers, par exemple, des initiatives de type RPA, Robotic Process Automation, de pouvoir augmenter la productivité et notamment être capable d'automatiser des processus, même si les employés ne sont pas nécessairement présents dans l'entreprise. Très bien, merci pour cette introduction. Pour vous, Régis Curien, chez Sogeti, comment vous avez vécu ces derniers mois? Est-ce que ça a remis en cause certaines certitudes que vous aviez, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a conforté dans les idées que vous aviez déjà depuis un certain temps? Alors je dirais que c'est plutôt, on va plutôt dans la ligne de ce qu'on imaginait être l'avenir, mais qui s'est un peu accéléré en réalité, puisqu'on a parlé beaucoup des problématiques de performance, des problématiques de sécurité issues à la pandémie ou à la modification en fait des comportements,
Mais les entreprises ont aussi elles ont eu la nécessité de mettre en ligne de nouveaux services, de nouveaux produits, et pour ce faire, de le faire rapidement. Donc on a eu un time to market, une sorte de cycle de vie des applications qui était nécessairement très court, et là on n'était plus dans la théorie, on était absolument dans la pratique, et donc il a fallu les accompagner dans cette démarche, ce qui est tout à fait notre rôle, et le plus important est de les aider à mettre l'effort au bon endroit, au bon moment, de façon à être le plus efficace possible par rapport à leur métier, pour les supporter dans ce sens-là. Donc pour ça, on fait à notre expertise, on a une filière RH qui est dédiée à la qualité logicielle, et donc on a déployé notre capacité à la fois locale et délocalisée pour supporter les entreprises dans cet effort-là et dans leur cycle court, avec des outillages pertinents et maîtrisés sur ces sujets-là. Donc si je retiens en fait ce que vous venez de dire, en prend quelques mots, c'est que ça n'a pas changé votre manière de percevoir les choses, mais ça c'était une sorte de compression du temps qui a fait que on a fait en 6 mois ce qu'on aurait peut-être fait normalement en plusieurs années. Tout à fait, c'est-à-dire on parlait de DevOps, on parlait de cycles courts, d'équipes pluridisciplinaires, etc. Là, on était vraiment, je dirais, un peu avec le couteau sous la gorge pour avancer plus vite et pour le faire plus vite et pour le faire mieux. Très bien. Alors, en termes de marché, si je puis dire, et d'IDIBA, est-ce que ce thème de transformation numérique, finalement, dont on parle depuis un certain temps, est-ce qu'il était déjà bien avancé et comment cette crise qu'on a vécue a modifié, voire accéléré les choses? Alors, tout à fait, effectivement, ce que l'on constate chez IDC, ce qui nous permettait de regarder dans le rétroviseur et de faire un petit point sur la situation avant le Covid. IDC a réalisé une étude auprès de 167 entreprises françaises de plus de 500 salariés en 2019. Et ce qu'il ressortissait, c'était que la quasi-totalité d'entre elles avaient déjà entamé leur transformation numérique, mais à des rythmes différents. On avait en gros 2/3 des entreprises qui avaient une transformation numérique plutôt avancée, avec une innovation continue dans le but de proposer des services, de nouveaux services et de nouveaux produits. Dans le meilleur des cas, elles avaient des stratégies numériques agressives. Et puis 1/3 des entreprises dans lesquelles les initiatives numériques étaient coordonnées mais pas vraiment innovantes, ou alors sans coordination, de façon isolée, en mode projet. Alors ça, pourquoi ça nous intéresse dans le cas de la table ronde d'aujourd'hui, c'est qu'ensuite, quand on a demandé à ces entreprises quel était l'impact de cette transformation numérique sur leur informatique, pour un peu plus de 2/3 des entreprises, de plus en plus, la transformation numérique a de plus en plus nécessité la réduction des temps de développement et de déploiement des applications. Et si on regarde chez les entreprises de plus de 1000 salariés, cette proportion est à 46%. Donc presque une entreprise de plus de 1000 salariés sur 2 a constaté ou a un besoin de réduction du temps de déploiement et de développement des applications. Alors ensuite, le Covid, effectivement, est arrivé par là, et comme vous l'avez justement indiqué précédemment, a eu un effet accélérateur sur notamment 2 volets de la transformation numérique. Tout d'abord, sur l'accélération, la transformation de l'environnement de travail du salarié, avec la généralisation du télétravail. Il a fallu équiper les salariés d'outils pour travailler à distance, mais surtout du jour au lendemain, la majorité des salariés ont dû pouvoir accéder à leurs applications à distance. Et beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes, soit pour des problématiques de performance, soit pour des problématiques de fonctionnalité, soit pour des problématiques de fonctionnalité. Donc voilà, ce que l'on constate ensuite, c'est qu'un deuxième mouvement d'accélération qui découle, si vous voulez, du premier, c'est que les entreprises ont dû moderniser leurs applications. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont dû se digitaliser complètement. Mais la crise sanitaire a été l'occasion pour les entreprises de réfléchir à la modernisation de leurs applications pour en améliorer la qualité. Donc, en résumé, le Covid a mis en exergue le besoin de résilience des entreprises, mais aussi le besoin d'agilité pour proposer des applications aussi bien à leurs collaborateurs qu'aux consommateurs le plus rapidement possible. Alors tout ça sur fond, je tiens à le préciser, d'une décélération des investissements, des dépenses IT sur les principaux piliers de la transformation digitale, par exemple le big data, par exemple l'Internet des objets, tout sauf sur la sécurité, dont les dépenses IT devraient continuer à progresser en 2020. Très bien, je crois qu'on a bien planté le décor, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'en gros, comment faire pour accompagner ce mouvement, donner les bonnes solutions, les bonnes pratiques. Donc on va commencer avec vous, Gérard Daniel. Finalement, face à tout ce dont on vient de parler, qu'est-ce que vous avez à proposer? Quelles sont les solutions que vous proposez à vos grands clients?
Alors c'est vrai que dans le cadre du DevOps, l'une des promesses, c'est de réduire le time to market, c'est-à-dire réduire vraiment le temps entre le moment où vous avez une idée et que cette idée elle est ensuite à disposition de vos clients. Et réduire le time to market, c'est agir sur chacune des phases du cycle de vie de l'application, c'est-à-dire sur sa phase de développement, de déploiement et de mise en production. Quand on s'intéresse particulièrement à la phase de développement, c'est tout ce qui concerne les approches agiles qui aujourd'hui sont mises en avant et aujourd'hui Micro Focus propose une solution qui s'appelle ALM Octane spécifiquement pour répondre à ces problématiques de développement en mode agile de façon à ce que toutes les personnes qui à un moment ou à un autre dans une équipe agile ont nécessité de collaborer puissent venir par exemple travailler sur ce qu'on appelle le backlog, c'est-à-dire les fonctionnalités du produit, être capable surtout de prioriser les fonctionnalités qu'il faut mettre dans son produit. Et là, c'est vraiment très important parce que il faut évidemment, dans ces approches agiles, mettre en place ce qui apporte le plus de valeur en premier au client et puis faire le reste après, bien sûr. Cette transparence et cette visibilité, elle est importante pour que, notamment, on puisse avoir ce qu'on appelle un retour rapide de nos utilisateurs. Si jamais, effectivement, il y a des fonctionnalités à adapter, à modifier, être capable de prendre cela en compte très rapidement pour les prochaines versions. Et c'est là où on va justement retrouver des cycles de versions, des livraisons qui peuvent, pourquoi pas, descendre à des choses comme le mois, la quinzaine, la semaine même, pour livrer des nouvelles choses. Et c'est encore plus vrai avec les applications mobiles. On a vu dans le premier point combien les applications mobiles pouvaient être critiques dans ce nouveau contexte aujourd'hui. Et bien là, évidemment, le développement agile est de mise. Alors évidemment, vous avez utilisé l'acronyme ALM, donc ça veut dire que on couvre bien la totalité du cycle de développement des applications et que ça intègre les tests, bien entendu. Alors, évidemment, l'ALM pour l'Application Lifecycle Management, donc vraiment le cycle de vie de l'application, c'est forcément la conception, mais c'est aussi à un moment, évidemment, toute la partie qu'on appelle la qualité, la recette, vérifier que l'application fonctionne bien comme elle est supposée fonctionner. Et puis, dans une approche DevOps, on va même un petit peu plus loin, c'est aussi l'automatisation du déploiement de cette application et évidemment ensuite la supervision de cette application une fois qu'elle est en production. Et il s'agit, dans cette optique de réduire le time to market, de travailler sur chacun de ces points-là, le développement en mode agile, la livraison en mode continu et ensuite l'opération de cette application en mode continu également. Très bien, donc ce sont clairement de nouvelles solutions qui, donc vous avez utilisé DevOps, méthode agile, dont on en parle depuis déjà très très longtemps, mais malgré tout, tout ça il faut le mettre en œuvre avec des bonnes pratiques qui ont un peu changé et il faut mettre tout ça en musique. Donc vous, chez Sogeti, est-ce que là encore, qu'est-ce que vous apportez dans ce domaine-là? Alors du point de vue méthodologique, je dirais que hasard du calendrier, le 17 mars 2020, qui résonne un petit peu difficilement en France, on avait décidé de publier notre nouvel ouvrage de référence qui s'appelle Quality for DevOps Teams et qui justement devient la référence pour nous en tout cas, de tout ce qui sont les bonnes pratiques, les bons usages, toute la culture à insuffler dans les équipes DevOps, parce qu'une équipe DevOps, en fait, c'est une équipe qui est autonome, qui doit vivre seule et qui doit tout faire toute seule. Donc, c'est plus le testeur qui teste, le développeur qui développe, mais le testeur doit être capable d'aider le développeur, comme dans une équipe agile, mais y compris avec les ops. Donc, depuis le développement jusqu'à la mise en prod et la maintenance en prod, etc., tout ça, c'est la même équipe qui s'en occupe de A à Z. Donc, tout ça, ça nécessite de faire évoluer le paradigme de qualité. Et en particulier, on est parti de quelque chose, il y a, je dirais assez longtemps, faire du test, c'était trouver les bugs. Aujourd'hui, on en est à plutôt mesurer la qualité apportée par l'IT, à la valeur apportée la valeur qu'apporte l'application aux utilisateurs. Quelle est la valeur que l'IT apporte au métier? Que l'IT en soi n'a pas d'intérêt, c'est ce qu'elle permet de faire. Tout à fait, tout à fait. Donc ce qu'il faut mesurer, c'est bien la valeur apportée au métier par l'IT. Voilà. Et donc cette méthodologie permet justement d'apporter tout l'outillage, à la fois d'automatisation, de structuration de l'activité, de méthode, etc., et d'acculturation de tous les gens qui participent, de façon à être capable de mesurer cette valeur, parce qu'on doit être piloté par cette
de valeur. Alors justement, tout ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça nécessite aussi, on en parle souvent dans les projets, mais de conduite du changement. Et est-ce que ça, je dirais pour le coup, c'est pas encore plus important que dans les optiques traditionnelles? Tout à fait. Enfin, plus important, je sais pas, mais c'est toujours un aspect critique, c'est certain, l'aspect humain qu'il faut accompagner nécessairement, etc. De toute façon, ça fait partie de notre métier, hein, justement, d'accompagner depuis, je dirais, l'équipe à l'intérieur, donc effectivement faire changer un petit peu les mentalités. Moi, je suis un fervent défenseur du fait que le testeur, enfin, le faire de la qualité logicielle, c'est un vrai métier, et il y a une filière métier qui est vraiment dédiée à ça. Pour autant, ce métier-là, il a beaucoup évolué. Là où il y a quelques années, on ne faisait que du test, aujourd'hui, encore une fois, on intervient sur de l'automatisation, sur du dev, sur des choses comme ça. Donc tout ça, c'est un changement effectivement qu'il faut accompagner. Très bien. Alors, Eddie Dibar, est-ce que donc vous nous avez donné un petit planté le décor sur cette transformation numérique en général, mais est-ce que au niveau de tout ce dont on vient de parler, le DevOps, les méthodes agiles, les nouvelles façons de faire les tests, est-ce que là vous mesurez une évolution significative au sein des entreprises? Oui, tout à fait. D'ailleurs, à l'occasion d'un survey de DevOps réalisé en 2019, nous avons demandé à 420 entreprises de plus de 500 salariés d'Europe de l'Ouest quels étaient les leviers les incitant à recourir aux pratiques DevOps. Voilà ce qu'il en ressort. Bénéfice numéro 1 pour 58% des répondants, c'est l'accélération du déploiement des applications. Autre bénéfice cité par les entreprises, pour 44% des entreprises, c'est l'amélioration de l'agilité dans le sens de la réduction du time to market. Autrement dit, quand je mets à disposition sur le marché des applications de qualité, mais surtout comment je les continue à les mettre à jour, comment je les mets à jour en continu. Et là, on voit un réel appétit, une réelle appétence de la part des entreprises pour l'approche DevOps. En 2019, nous estimons qu'à peu près un quart du portefeuille applicatif des entreprises de plus de 500 salariés était géré via des approches DevOps. En 2023, cette proportion passera à 57%. Alors, pour atteindre ces objectifs, les entreprises ont identifié différents leviers d'action. Parmi le top 3, on retrouve la montée en compétence des équipes sur les méthodes et les outils DevOps. Également, la communication, le développement de la communication, de la collaboration entre les équipes IT et les équipes métiers. Et enfin, le test de méthodes, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils, notamment basés sur l'intelligence artificielle. Donc peut-être, si je résume ça en 2 mots, en gros, je dirais tous les gens qui sont chargés du développement des applications, ils ont bien compris les nouveaux objectifs. Et donc, ils sont demandeurs de ces nouveaux outils, de ces nouvelles solutions, de ces nouvelles méthodes. Exactement, c'est tout à fait. On n'est pas obligé de les forcer, c'est eux qui sont demandeurs. Il y a une réelle demande, une réelle appétence pour ces méthodes DevOps, pour ce que ça va apporter en matière d'agilité, de déploiement d'applications. C'est ça. Très bien. Alors, on a vu le premier thème, donc en bon français, le time to market, pour accélérer, je dirais, tout ça. En particulier, tout ça, c'est le développement des applications. Mais bien entendu, il faut le faire. Il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité. La qualité, ça se mesure de 36 manières, vraisemblablement. Vous avez des visions un petit peu différentes, mais en tout cas, la qualité, c'est ce que ça va apporter aux utilisateurs, je dirais, en termes de fonctionnalité de l'application, pour lui permettre de faire ce que l'utilisateur doit faire. Et puis, il y a aussi l'aspect ergonomie, l'aspect sécurité, l'aspect performance. Donc, je dirais un certain nombre de caractéristiques qui donnent une idée de cette qualité. Vous, Gérard Daniel, chez Microfocus, quelle vision vous avez de cette notion de qualité et en quoi vos outils vous permettent, je dirais, d'arriver au meilleur compromis entre l'accélération du time to market, tout en maintenant un niveau de qualité qui soit pas seulement suffisant, mais qui soit encore plus que suffisant. En fait, effectivement, la qualité, ça repose sur 3 piliers, on va dire. Le premier pilier, c'est la qualité fonctionnelle. Est-ce que l'application fait bien ce qu'elle est supposée faire? Donc là, Microfocus propose une ligne de produits qui s'appelle UFT, qui va permettre vraiment de travailler sur l'automatisation des tests de ces applications, de façon à pouvoir notamment se placer dans le cadre de ce qu'on appelle une intégration continue, c'est-à-dire peut-être tous les soirs, rejouer ces tests et vérifier qu'il n'y a pas de régression fonctionnelle dans la nouvelle version de l'application qu'on est en train de développer.
Le deuxième pilier, c'est la performance, c'est-à-dire l'application fait peut-être ce qu'il faut, mais est-ce qu'elle le fait dans les temps de réponse qui sont ceux que l'on attend pour satisfaire notre client. Là, vous avez chez Micro Focus une ligne de produits qui s'appelle LoadRunner et qui va permettre de tester la performance de mon application, et ceci sur les transactions critiques, on va dire, et au fur et à mesure des releases, de façon à vérifier qu'il n'y a pas de dégradation dans les nouvelles releases de mon application avec les transactions qui sont vraiment essentielles pour mon business. Et le troisième pilier, c'est la sécurité. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les applications aujourd'hui finalement accèdent au système d'information d'entreprise, et à partir de mon téléphone mobile, avec mon application bancaire, finalement j'accède au système d'information de la banque. Est-ce que cette application est bien sécurisée? Et de vérifier que finalement, de la manière de développer l'application n'est pas introduit finalement des failles de sécurité qui permettraient après des attaques sur mon site. Donc ces trois piliers-là, et ça c'est sur cette partie sécurité, la gamme de produits chez Micro Focus, c'est tout ce qui est autour de notre gamme Fortify. Donc ces trois fondamentaux-là font que finalement, à la fin, vous avez vérifié le fonctionnel, la performance et la sécurité de votre application. Vous êtes capable de livrer beaucoup plus sereinement. Alors il y a évidemment l'aspect particulier du test des applications mobiles, parce que là, pour tester une application mobile, il faut évidemment avoir à portée de main, si je puis dire, un téléphone mobile. Et on sait qu'il y en a beaucoup des téléphones et qu'il y a beaucoup de versions d'Android et d'iOS. Et finalement, le Covid et le fait que beaucoup d'employés sont mis à télétravailler ont nécessité la mise en place de solutions, de ce qu'on appelle des labs de test de mobile, accessibles à distance. C'est une solution qui s'appelle l'UFT Mobile chez Micro Focus et qui permet finalement dans un data center protégé de connecter 10, 20, 50 téléphones, et que ces téléphones puissent être utilisés à distance par des personnes pour vérifier la qualité. Et là encore, bien sûr, on mutualise les téléphones, on les rend accessibles facilement à distance pour les testeurs, pour les personnes qui font les recettes applicatives, ce qui évidemment permet de délivrer des applications mobiles de qualité. Et comme on le disait tout à l'heure, les applications mobiles, elles sont de plus en plus critiques dans le nouveau environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Donc si je comprends bien, la manière de procéder pour les mobiles, ce n'est pas de recréer des environnements mobiles, des différents smartphones qu'on peut connaître sur le marché, c'est de connecter des mobiles existants physiquement de manière sécurisée pour pouvoir tester. Alors effectivement, le mieux est évidemment de tester sur des mobiles réels, et c'est pour ça que les émulateurs ont quelquefois des limites. Ils peuvent être utiles pour démarrer des tests par les développeurs par exemple. Mais clairement, au bout d'un moment, le test sur mobile réel est vraiment capital, et typiquement des solutions comme UFT Mobile pour accéder à distance à des téléphones physiques réels est quelque chose de très important dans ces contextes où finalement le télétravail s'impose. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que a priori c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que le fait d'être obligé de connecter des mobiles de manière physique et tout, c'est un peu archaïque, mais en fait non, vous dites c'est la meilleure solution pour tester en réel. Exactement, c'est la meilleure solution pour tester en réel sur des mobiles physiques, tout en étant capable de partager ces terminaux entre Nantes et Strasbourg, s'il le faut, Lille et Marseille, voire même pourquoi pas dans plusieurs pays, si c'est nécessaire, avec évidemment cette mutualisation qui est proposée par ce laboratoire de tests mobiles. Très bien. Alors la qualité donc chez vous, Sogeti, c'est un thème important, vous l'avez déjà mentionné, et donc comme Micro Focus vient nous le préciser, les solutions sont, je dirais, garantes un peu de ce niveau de qualité. Vous, c'est au niveau des méthodes, de l'organisation, de la conduite du changement, que vous essayez de distiller un peu cette qualité pour faire en sorte que, au final, on ait le niveau requis. Tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres méthodes, et je pense qu'il est important, par exemple, d'être capable de produire au client une facilité d'utilisation du service, et le test, je dirais, à la demande est aussi une solution qui est tout à fait importante dans ce genre de contexte. Donc, pour reprendre les différents éléments, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, la performance. Donc, faire de la performance à la demande, c'est
être capable de proposer des services où, quand le client le veut, il va faire un tir de performance de telle façon, avec tel paramètre, etc., etc., et le faire vraiment quand il veut, sans avoir à mobiliser lui-même une équipe d'architectes de performance, mais en faisant appel à des gens qui connaissent déjà son SI, qui sont déjà, je dirais, dans les starting blocks pour être capable de faire les tirs qui vont bien au bon moment. C'est vrai pour la performance, qui est très pratique, et c'est vrai également pour le mobile, parce que gérer effectivement un parc de mobile en propre, c'est très compliqué, puisque là, il faut se rendre compte que la combinatoire des appareils entre les différents téléphones, les OS, les tablettes, etc., elle est gigantesque. Donc, il faut bien faire un choix pour les campagnes de test et être à même de produire en fait les appareils qui vont bien pour exécuter ces campagnes. Donc, gérer une ferme, qu'elle soit dans le cloud, qu'elle soit en physique, avec le bon outillage, permet de mutualiser ce genre de problématiques et donc de produire du service à la demande pour que le client et l'utilisateur puissent se servir, entre guillemets, de ce dont il a besoin. Une question peut-être un peu simpliste, mais est-ce que, bon, vous avez déjà une certaine expérience dans ce domaine-là, est-ce que vous diriez que sur les 10 ou les 15 dernières années, ce qui est quand même une temporalité assez importante dans notre secteur d'activité, est-ce que vous diriez que finalement le niveau de qualité s'est élevé, ou est-ce que, et étant donné les contraintes dont on vient de parler, qui sont quand même de plus en plus fortes, ou quelle est un peu la situation réelle sur ce plan-là? Alors, améliorer. En tout cas, moi, je pense que c'est focalisé. C'est-à-dire que là, on est beaucoup plus à même aujourd'hui de focaliser l'effort là où il faut pour que la qualité soit bonne là où il faut. Après, on est capable de se laisser surprendre. Je pense que personne n'attendait les effets du Covid, et donc forcément, il y a eu besoin d'une réaction et d'un temps de mise à l'épreuve, je dirais. Mais globalement, je pense que les efforts sont quand même beaucoup plus rationalisés et beaucoup mieux orientés là où c'est nécessaire aujourd'hui. D'accord. C'est votre vision aussi, Eddy Libar, sur ce que font les entreprises. Est-ce que cette notion de qualité est incorporée de plus en plus dans à la fois leur méthode, leur organisation? Absolument. D'ailleurs, la qualité, c'est vraiment devenu le nerf de la guerre. On le voit dans toutes les régions du monde où le numérique est désormais accessible. C'est le consommateur qui est capable de définir ce qu'est la qualité. On le voit dans nos usages du quotidien. On achète, on vend, on consomme, on se divertit en un clic. Aujourd'hui, on peut définir ce qu'est qu'une application fonctionnelle et performante, c'est-à-dire une application qui va répondre rapidement et simplement à mon besoin. Et ça, les entreprises, elles l'ont identifié, elles l'ont vraiment constaté, puisque à l'occasion du survey DevOps, encore une fois réalisé en 2019, le second levier les incitant à passer vers des pratiques DevOps, c'est l'amélioration de la qualité des applications, cité par 53% des entreprises donc dans le cadre de ce survey. Gérard l'a rappelé, la qualité c'est quoi? C'est fonctionnel, c'est performance et c'est sécurité. Je voudrais vraiment rapidement m'attarder sur l'aspect sécurité, parce que c'est aujourd'hui là, chez les entreprises, qu'on a pu constater, c'est là que les entreprises aujourd'hui ont un petit peu plus de mal. Pour un peu plus de la moitié des entreprises, 57% exactement, la sécurité n'est pas encore assez intégrée dans les pratiques DevOps, pour plusieurs raisons. D'abord, soit elle est complètement inexistante, encore une fois, dans leurs pratiques en interne, soit elle est faible, c'est-à-dire que les équipes sécurité et les équipes DevOps, finalement, ne communiquent que sur les problèmes non résolus, soit elle est moyenne, c'est-à-dire que les projets DevOps ne répondent à des problématiques de sécurité, mais que sous l'angle de la conformité. Alors la bonne nouvelle, c'est que les choses vont changer, parce que pour plus de 7 entreprises sur 10, les tests de sécurité est là où elles vont investir le plus d'ici à 2022 pour soutenir la stratégie DevOps. Effectivement, je confirme que la sécurité reste un problème majeur. On en parle quasiment toutes les semaines. Et toutes les semaines, évidemment, on en parle parce qu'il y a des incidents qui arrivent. C'est comme d'habitude, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, on parle jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Et cette notion de qualité, elle est assez, je dirais, un peu ambiguë, dans le sens où on a l'impression que finalement la qualité n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. Mais ce qui serait intéressant, ce serait de faire l'expérience, de revenir 15 ans en arrière peut-être, et d'essayer de faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on aurait une idée assez claire du progrès qui a été réalisé sur cette période. Vous, Gérard, la sécurité, vous diriez que de ce point de vue-là, on a de plus en plus tous les moyens pour faire en sorte que la sécurité des applications soit la plus élevée possible, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Alors en fait, en sécurité, comme en test fonctionnel ou de test performance,
Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle le shift left, c'est-à-dire essayer de faire prendre en compte les problématiques de sécurité dès la phase de développement. C'est-à-dire que dès que le développeur commence à écrire son code, on commence tout de suite à regarder la manière dont il écrit le code et est-ce que finalement, dans cette manière-là, il n'y a pas déjà une faille qui peut être créée dans l'application. Donc, avant d'arriver et de tester l'application par rapport à des vulnérabilités connues, on peut tout de suite déjà regarder comment le développeur écrit son code et, encore une fois, dans le cadre d'une intégration continue, tous les soirs, vérifier par une vérification statique du code qu'il n'y a pas ce genre de faille qui est introduite dès le départ. D'ailleurs, certains parlent du DevSecOps. Exactement. En gros, on le met entre les deux, on le met en plein milieu. C'est la pratique de la sécurité qui doit à un moment ou à un autre s'intégrer dans le processus plus global DevOps. Très bien. Alors, on a vu le time to market, on a vu la qualité, et évidemment, on va pas épuiser le sujet, et on va pas porter de conclusion non plus parce que on a bien compris que cette transformation numérique, c'était, je dirais, un projet en continu qui a eu peut-être un début, mais qui n'aura sans doute pas de fin. Donc, ça va évoluer en permanence. Et donc, je dirais qu'en termes de prospective, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu je dirais, des technologies nouvelles. Alors, évidemment, technologies nouvelles, on va sortir le mot un peu valise, intelligence artificielle et machine learning. En quoi ces technologies, on sait qu'elles ont commencé à apporter de nombreuses réponses, à aider, par exemple dans la médecine, elles apportent une aide très précieuse aux médecins pour l'aide au diagnostic. On en a parlé un petit peu moins pour, je dirais, justement le développement des applications. Est-ce que vous pensez que c'est un domaine pour lequel l'IA et le machine learning va apporter beaucoup dans les mois et dans les années qui viennent? Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle a déjà fait son chemin un petit peu du côté des Ops à travers une discipline qui s'appelle IOPS. Mais on est en train aujourd'hui de aussi voir que l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup dès la phase de dev. Et aujourd'hui, dans les solutions Micro-Focus, que ce soit comme Octane, UFT, vous allez retrouver des capacités intégrées liées à l'intelligence artificielle. Alors, pour vous donner quelques exemples, ça peut être aider à ce qu'on appelle faire du clustering de tests, c'est-à-dire quand vous avez 50, 100, 200 tests qui sont en erreur, essayer de les regrouper par cause probable d'erreurs communes de façon à simplifier l'analyse. Ça peut être des corrélations qui vont être faites. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'accélération du time to market. Alors, si je livre plus vite, quand je mets ça en corrélation avec le taux d'anomalie, je n'ai pas trop envie de livrer plus vite si je rajoute un taux d'anomalie trop important. Donc, vérifions qu'on développe vite, bien sûr, mais avec le bon niveau de qualité. Ou ça peut être une corrélation entre, finalement, la rapidité avec laquelle je corrige les anomalies corrélé au taux de réouverture de ces anomalies. C'est-à-dire que le développeur, il a changé le code, mais il n'a pas vraiment corrigé l'anomalie. Donc là aussi, il faut se méfier d'indicateurs où on a l'impression d'aller plus vite ou de corriger plus vite, mais quand on va les corréler avec les indicateurs de qualité, on va s'apercevoir que ça peut être tout à fait modéré. Dans l'automatisation, il y a évidemment beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau de l'intelligence artificielle, particulièrement dans ce qu'on appelle la computer vision, c'est-à-dire la reconnaissance, comme pourrait le faire un humain avec quand il regarde un écran pour dire il faut cliquer sur ce bouton ou il faut saisir telle valeur dans tel champ. Eh bien là, les robots apprennent et commencent à fonctionner comme fonctionne l'être humain dans ces phases de validation. Et évidemment, c'est, vous l'imaginez, source de retour sur investissement très profitable quand on va être capable de mettre à disposition, comme c'est le fait dans UFT aujourd'hui, ce type de technologie pour écrire notamment tout ce qui va être script de non-régression. Bien sûr. Bon, évidemment, la cible ultime, ce sera le jour où l'intelligence artificielle permettra d'écrire les programmes directement. Et alors aujourd'hui, on est à mi-chemin puisque les approches de type NLP, c'est-à-dire traitement en langage naturel, permettent finalement d'écrire les scripts, mais sans utiliser un langage, mais au contraire en utilisant un langage naturel que l'utilisateur, évidemment, maîtrise beaucoup mieux qu'un langage de développement. Alors, évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, on a une idée un peu futuriste des choses. Est-ce que vous, dans les projets que vous conduisez, est-ce que vous voyez que finalement, ça y est, on l'utilise, ça permet de faire des choses qu'on faisait pas avant? Absolument. Aujourd'hui, les IA, on va dire, dans leur état actuel, elles sont utilisées. Par exemple, on est à même de prendre toutes les
données qu'on peut trouver sur le cycle de vie, concernant le cycle de vie d'une application, donc que ce soit pendant son développement, pendant sa production, donc toutes les informations de production, ses correctifs, ses campagnes de tests, etc. Et en analysant correctement ces données et en faisant tourner des algorithmes de machine learning dessus, on est capable de produire des tableaux de bord, en fait, donc au niveau de l'équipe de développement, au niveau de l'IT et au niveau du métier, donc de la valeur, qui vont être suffisamment pertinent pour qu'on soit à même de piloter en fait la totalité du point de vue de la valeur et de la qualité. Donc on va vraiment avoir des éléments où on va être capable d'identifier par exemple les points de vulnérabilité d'une application en disant attention, à cet endroit-là il y a probablement des choses qui un jour ou l'autre vont se dégrader et vont faire en sorte que l'application va avoir tel type de comportement. Et on peut aussi, alors d'une façon plus prospective, un peu comme le disait Gérard tout à l'heure, imaginer retracer un petit peu des comportements humains, comme par exemple comment je teste une application sur un mobile, sur du web, etc., de façon à faire du test un peu exploratoire avec une machine. Alors ce qui, au niveau du sens, est un petit peu contradictoire, mais au moins faire une sorte d'automatisation de scénarios standards qu'un humain pourrait prendre de façon intuitive avec une application. Si je vous donne une application pour réserver un billet de train, par exemple, eh ben, je vais tester de façon vous allez tester de façon exploratoire cette application et vous allez passer par des chemins qui sont assez normaux, hein. Donc en étudiant ce comportement-là, on va pouvoir le faire reproduire par une machine. Et est-ce que vous pensez que dans les quelques années à venir, on va faire vraiment de très gros progrès avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout ce pan de développement des applications? Alors, pour l'instant, je dirais que le progrès, il est quand même très très rapide et assez exponentiel, hein. On a quand même, après, peut-être que la forme d'IA actuelle va peut-être s'essouffler un moment, mais aujourd'hui, vraiment, les applications sont vraiment nombreuses. Et Micro Focus et Sogeti publient tous les ans un rapport qui s'appelle le World Quality Report, hein, qui donne un petit peu les tendances du marché sur la qualité logicielle. C'est basé sur l'interview de 1600 décideurs à travers le monde. Et je peux vous dire que celui qui va sortir là en octobre, sans dévoiler de secret, dit clairement qu'il y a une énorme attente des utilisateurs, des entreprises sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'utilisation de l'intelligence artificielle en soi, mais aussi pour la qualité. Et pour l'utilisation, pour améliorer la qualité, pour faciliter, pour aller plus vite, pour faire moins cher, etc., etc. Alors, c'est ce que vous voyez aussi, vous, Idriss, c'est-à-dire qu'il y a là, on parlait tout à l'heure d'appétence, de demande des utilisateurs pour ces méthodes, ces solutions. Est-ce que pour l'intelligence artificielle, vous avez à peu près la même perception? Absolument. Alors, effectivement, on a l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va permettre de davantage automatiser la livraison des logiciels du développement jusqu'à la mise en production. Et quand nous avons demandé aux entreprises dans le DevOps Survey de 2019 quelle était l'utilité de l'IA, ou en tout cas ce qu'elles en attendaient en matière de développement d'applications d'approche DevOps, tout d'abord c'est l'accélération des processus de test, suivi de la détection des biais du machine learning, et également du manque de clarté du pipeline de livraison des applications, également la détection des goulots d'étranglement dans ce pipeline de livraison des applications, et enfin l'évaluation des résultats des tests. Et tout ça en finalement détectant les anomalies, mais également en anticipant les problèmes de performance, en proposant des actions correctrices, voire de l'optimisation du code. Comme vous indiquiez tout à l'heure, c'est pas forcément l'intelligence artificielle qui va coder aujourd'hui, mais qui va proposer des optimisations du code, ou encore en analysant les problèmes et en y apportant éventuellement des corrections de façon automatique. Pour revenir sur la qualité, tout à l'heure on parlait effectivement de l'aspect fonctionnel, de la performance et de la sécurité. Et pour à peu près une entreprise sur 3, les tests de qualité sont le domaine dans lequel l'IA pour les entreprises va avoir la plus grande valeur ajoutée aujourd'hui, suivi des tests de la compatibilité de l'infrastructure, également de la stratégie de la planification des tests d'intégration et des tests de performance. Donc avec tout ça, vous avez le top 5 des 5 domaines dans lesquels les entreprises estiment que l'IA aura de la valeur ajoutée en matière de DevOps.
Bien, mais écoutez, je crois que évidemment il n'était pas question aujourd'hui avec cette table ronde de traiter tous les sujets, d'apporter toutes les réponses, mais je crois qu'on a proposé une couverture à la fois assez large et assez précise sur cette idée de l'accélération de la transformation numérique, et peut-être que la prochaine fois ce sera l'accélération de la transformation numérique, mais c'est un autre sujet. En tout cas, messieurs, je vous remercie pour avoir participé à cette table ronde. Merci. Merci.